Le changement climatique, ou la crise climatique, comme je préfère l'appeler, est l'un des défis majeurs auxquels fait face l'humanité. Cela s'explique par le fait que ça provoque des dégâts, des effets difficiles à gérer et qu'il va falloir donc se préparer pour y faire face. Donc on parle bien évidemment de l'augmentation de la température moyenne sur Terre. Nous sommes actuellement à environ 1,1 degré Celsius d'élévation de la température moyenne sur Terre comparé à la période pré-industrielle. Ce changement déjà provoque donc des bouleversements et des images chaotiques partout dans le monde. D'une manière générale, l'impact dans les changements climatiques est vraiment important. Et ce qui a été observé, comme il y a une nette augmentation de température qui a été enregistrée un peu partout dans le monde, y compris dans notre pays, où on est dans une zone de hotspot. Cette augmentation de température a un impact sur la liquéfaction de tout ce qui est au niveau des pôles. Donc ça impactera la montée de niveau des mers et des océans. Mais mes collègues à l'IOT sont en mesure de mieux vous répondre sur ces aspects-là. Également, ce qui a été constaté dans certains pays, le changement de régime pluviométrique, tendance à la baisse dans certaines zones, tendance à l'augmentation dans d'autres zones, augmentation des événements extrêmes dans certaines zones, ce qui est le cas de notre région. Donc vraiment des impacts multiples et pas seulement des changements climatiques, mais on peut parler de changements globaux. Parce que les changements globaux englobent aussi bien les changements climatiques et les changements dus à l'action de l'homme, à l'action anthropique. Et donc c'est vraiment la conjugaison des deux qui s'est avérée importante à prendre en considération et qui a des impacts qui peuvent être néfastes, dont certains sont déjà peut-être au niveau irréversible. Le changement climatique sur l'océan, moi je pense, à part l'élévation du niveau de l'eau qui peut affecter d'autres domaines, il peut affecter d'autres espaces, même des îles qui peuvent être submersibles et tout ça. Il y a aussi l'effet du changement climatique sur l'écosystème et le fonctionnement des écosystèmes de manière générale. Par exemple, l'effet du changement climatique sur l'acidité des eaux, c'est un sujet d'actualité actuellement. Et beaucoup de monde, beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus, en particulier au nord de la Méditerranée. Au sud, il n'y a pas beaucoup, mais quand même, on commence à comprendre et être sensible à ce type à l'effet du changement climatique sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur l'aspect biologique. Voilà. La majorité des parties du globe, la hausse de température, c'est un fait avéré, en Tunisie aussi. Donc, toutes les études qui remontent au suivi des températures durant le dernier siècle, elles ont montré qu'il y a eu une augmentation à peu près de 2 degrés en moyenne en Tunisie. Bien sûr, c'est variable en fonction des régions. Ça, c'est pour la température. Aussi, pour le nombre de jours chauds a augmenté au détriment du nombre de jours froids. Aussi, il y a plus d'épisodes d'extrême chaleur. Donc ça, c'est des faits enregistrés concernant les températures. Alors, bien entendu, donc, quand on parle d'augmentation de température, d'une tendance vers la diminution des précipitations, ça va donc impacter l'agriculture. Donc, en Tunisie, à peu près 90% de la surface agricole utile, elle est
en pluvial. Et donc à peu près 10% seulement sont en irrigué. Donc on comprend bien que ça va impacter s'il y a diminution des précipitations et augmentation des températures. Donc dire augmentation des températures, l'effet combiné de l'augmentation de la température et de la diminution des précipitations ou bien de longues périodes de sécheresse, ça va impacter les rendements donc des principales cultures en Tunisie. Aujourd'hui, la crise climatique n'est pas seulement un phénomène environnemental ou un phénomène scientifique, c'est aussi un phénomène qui bouleverse les dynamiques sociales, un phénomène qui remet en cause, bien sûr, donc l'économie mondiale, cette économie capitaliste qui est responsable, après tout, de cette pollution et ces émissions effrénées de gaz à effet de serre. Cela provoque beaucoup d'impact. Un pays pauvre en eau. Et avec l'augmentation des événements extrêmes, c'est devenu encore plus délicat et plus important à gérer. Et moi, je ramènerai tout à la gestion de l'eau. Comment gérer l'eau? Or, l'eau, c'est un enjeu sociétal. En fonction de la gestion de l'eau, on peut comprendre la politique d'un pays par rapport à l'accès à l'eau, par rapport à la gestion des événements extrêmes, que ce soit sécheresse ou bien autre. Parce que autour de l'eau, il y a les enjeux santé, il y a les enjeux bien-être, il y a les enjeux sociétals, les enjeux économiques. Et si avec les événements extrêmes, on aura des ressources encore plus rares, ou bien avec des événements extrêmes encore plus fréquents, eh bien, tous ces enjeux-là vont être affectés. Donc, la politique du pays devrait prendre en considération ces aspects et également tous les outputs de différentes équipes de recherche qui travaillent sur une de ces composantes. Parce que chaque équipe de recherche, en fait, chaque laboratoire de recherche dans une université ou une autre travaille sur certains programmes dans une optique bien déterminée. Il y en a ceux qui travaillent beaucoup plus sur les aspects sociétaux, d'autres qui travaillent beaucoup plus sur les aspects économiques, d'autres qui travaillent plus sur les aspects techniques. Et tous développent, que ce soit des connaissances, produisent de la connaissance, ou produisent des outils ou des méthodes que la politique publique a intérêt à tester en réel dans le pays. Donc là, le champ est réellement assez grand. Le changement climatique, il va certainement affecter la politique environnementale. Le cas de l'érosion que je viens d'évoquer, c'est un exemple frappant. Et donc, l'État, elle va tenir compte de cet aspect-là pour les constructions futures, pour les constructions par exemple, des ports, pour les constructions des zones touristiques, étant donné que le niveau de l'eau peut affecter les constructions sur le littoral. Sur le plan environnemental, certainement aussi, il y a un impact direct. Lorsque je fais une petite comparaison entre les différents pays, en particulier les pays au sud de la Méditerranée, en particulier, je pense que la Tunisie, elle est bien placée par plusieurs programmes, elle est, par plusieurs études, par plusieurs activités pour lutter contre le changement climatique et aussi pour s'adapter. Il y a deux choses. Donc, s'adapter au changement climatique par changement de stratégie, par des nouvelles lois, par plusieurs activités, plusieurs actions que la Tunisie s'implique
et travaille pour lutter contre le changement climatique. Utiliser des méthodes économétrices en eau, à beaucoup d'activités en parallèle. Sensibiliser le citoyen à l'économie d'eau et sensibiliser le citoyen à ne pas gaspiller cette eau à différentes échelles, à l'échelle du citoyen, à l'échelle du gestionnaire, à l'échelle nationale, mais également avec des travaux de recherche. Moi, je préfère parler de mon créneau. Je suis directrice d'un laboratoire de recherche, qui est le laboratoire Gestion intégrée de ressources naturelles, moyennant l'usage de la télédétection, la modélisation et l'analyse spatiale. Et donc, nous développons et nous travaillons sur des programmes de recherche autour de la gestion, et particulièrement la gestion de ressources en eau et la gestion de ressources agricoles et de la production agricole via l'usage de la télédétection, de la modélisation et de l'analyse spatiale. Et justement, ce qu'on remarque, nous, ce qu'on fait en tout cas, c'est de trouver des moyens d'adaptation en agriculture, de proposer que ce soit des variétés, des espèces fruitières tolérantes à ces changements observés, des changements de cumul de température, de cumul de froid, qui sont tolérantes et qui continuent à mieux produire. Donc on a un collègue, Mehdi Ben Mimoun, qui coordonne ce grand axe de recherche. Et d'ailleurs, peut-être on mettra une affiche dans la journée du 11 décembre qui parle de ces aspects-là. Quand on parle de mesures adaptatives, la résilience climatique, ça va nécessiter différents types d'actions, que ce soit sur le plan stratégique. Ça va aussi interpeller différents acteurs, donc incluant le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les citoyens, les ménages. Donc, tous les composants de la société devraient s'y mettre. Sur le plan stratégique, bien entendu, il faut qu'il y ait une politique claire de gestion durable de la ressource, parce que même si la ressource, elle va diminuer, il y a matière à faire plus, à améliorer les moyens de gestion. Donc, ce qu'on appelle le développement durable. Donc, il faudrait sur le plan stratégique avoir une bonne planification pour les mesures d'adaptation, que ce soit des études de risque, faire systématiquement des études de risque, que ce soit sectorielles, par secteur, par filière agricole, les impacts, les opportunités d'une action climatique à apporter aussi, ça rentre dans les études stratégiques. Mettre en œuvre des réponses dans certains secteurs, comme le secteur de l'agriculture, la santé, le tourisme. Donc, tout ça, c'est des mesures adaptatives. Sur le plan plus de la recherche, il y a certainement des choses à faire dans le sens où on devrait faire un peu plus de recherche orientée vers l'amélioration des rendements, la productivité de l'eau, la productivité des cultures. Donc, on voudrait avoir pour étudier son impact sur la production agricole, particulièrement sur la production de céréales. Actuellement, on a une thèse en cours sur ces aspects. On travaille sur la caractérisation des états de surface et dans la caractérisation des états de surface, on s'intéresse au passé via l'usage de tout type de données. Donc c'est une conjugaison de synergie entre diverses méthodes, divers types d'outils, dont plusieurs sont des données satellites, mais pas que les données satellites. Il y a des données d'archives enregistrées, il y a des données météo, toutes les données météo enregistrées à propos des pluviométries, des températures, de tous les paramètres climatiques. Donc il y a la caractérisation des états de surface dans le passé, mais actuellement au présent, et voir son impact et son lien avec les productions agricoles. Donc c'est un grand axe sur lequel notre équipe de recherche Green Team au niveau de l'INAT travaille. Et également la fréquence des inondations qui est devenue plus grande
suite à l'augmentation des événements extrêmes. Nous avons également un projet coordonné par un des membres du laboratoire sur le e-inundation. Comment gérer un événement d'inondation, mieux le gérer. Et pas seulement pendant l'événement, mais même en prévention aussi, moyennant l'usage des données satellites et des systèmes de la géomatique d'une manière générale pour mieux caractériser la zone, pour mieux connaître les enjeux, qu'est-ce qu'il faut protéger, etc. et mieux gérer l'événement en cas d'inondation. Et là, c'est un projet en collaboration avec l'INRS et avec une petite société canadienne détenue par un Tunisien qui a travaillé sur cette application de e-inundation ou un ensemble de données de télédétection intégrées dans un SIG pour développer une application dans la gestion des inondations. Donc, c'est l'adaptation, nous, c'est pour proposer des outils, des méthodes pour mieux gérer ces catastrophes, que ce soit sécheresse ou bien inondation. Elle passe par une bonne connaissance de territoire et des ressources et de la dynamique de ces ressources. Donc, les outils de l'observation de la Terre, toutes les données auxquelles on a accès, donc maintenant il y a plus que 4 décennies de données, d'archives de données, des données historiques, qui sont dans une majorité de cas des données gratuites d'observation de la Terre. C'est un vrai levier d'une bonne connaissance du territoire, de la cartographie, de la dynamique, de mettre en lien les ressources avec les zones où on a le plus d'impact de changement climatique. Parce que comme on a dit au début, les variations, que ce soit au niveau de température, au niveau de l'intrusion marine, elles ne sont pas pareilles au niveau de tout le territoire tunisien. Et donc connaître les hotspots, ça c'est primordial. Par exemple, si on fait le suivi, il y a des données de télédétection qu'on appelle les données thermiques qui enregistrent la température de surface, nocturne et diurne, qui sont accessibles gratuitement, par exemple avec le satellite MODIS. On peut faire un suivi dans le temps pour avoir des anomalies de température sur des décennies. Et donc là, connaître les endroits où il y a eu le plus d'anomalies et agir prioritairement, prendre des mesures au niveau de ces endroits spécifiques.